présent sur Twitter, YouTube et Instagram. Au menu ce soir, nous allons débriefer l'après-match à SSE Le Havre. Et ensuite, nous parlerons de l'avant-match Valenciennes AS Saint-Etienne. Ce soir, pour m'épauler, j'ai le plaisir de retrouver notre numéro 6, notre sentinelle, Scode. Comment vas-tu, mon Scode ? Salut tout le monde. Et écoute, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien. Très content de revenir petit à petit à Actu Synthé et très pressé de participer à ce space ce soir pour débattre. Écoute, en tout cas, nous sommes très heureux aussi. Ensuite, une pépite issue du centre de formation et qui ce soir sera l'œil du hashtag, Melvin. Comment vas-tu, mon Melvin ? Ça va, et vous ? Écoute, en pleine forme. Nickel, merci. Donc, vous n'hésitez pas, voilà, Melvin est chargé du hashtag ce soir, donc si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Et je vois que, alors attendez, hop, Vincent a sauté. Voilà, ça devrait être bon. Hop, est-ce que Vincent c'est bon ou pas ? Ouais, c'est bon. Pas de problème. Et du coup, pour composer l'équipe du soir, on a arrêté de vous le présenter. Le spécialiste de la data et fidèle intervenant, Vincent Davas. Comment vas-tu, mon Vince ? Ça va très bien, et vous ? Écoute, ça pourrait aller mieux, mais oui. Voilà, oui. on essaye d'être positif. Je comprends. Pour finir, notre premier invité supporter havrais, donc Romain. Merci déjà de ta présence pour cet après-match. Et comment vas-tu ? Salut à tous, bonsoir. Merci pour l'invitation déjà. Et puis, tout va très bien. J'ai l'impression de m'être un peu égaré ce soir. Un petit peu, mais je vois que tu as 2-3. Il y a quelques supporters havrais. Ouais, j'en ai vu. Ouais, donc c'est cool. Donc, messieurs, si vous le voulez bien, on va commencer par l'après-match. Voilà. Mais avant, nous avons un sondage. Melvin, est-ce que tu peux nous énoncer le sondage, le premier sondage ? C'est les choix de Monsieur Le Texier ont-ils été un facteur important du match ? Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis à la question et nous allons essayer d'en débriefer. Alors le résumé du match, nous avons tout simplement assisté à la plus large défaite de l'histoire de l'AS Saint-Etienne à domicile, donc 0-6. Le Havre a largement profité des 3 cartons rouges adressés aux joueurs de la SSE, déjà réduite à 9 contre 11 à la mi-temps, pour se faire plaisir et dérouler son jeu face à une opposition inexistante. Les Verts restent bons derniers de Ligue 2, avec un nombre de points encore négatif. Donc, messieurs, nous sommes encore à -1. Avant de vous poser la question, on va faire un tour de table sur le top et flop. Mon Scode, est-ce que tu peux nous donner tes 3 tops, si t'en trouves, et les 3 flops ? Ouais. Alors, je vais mettre 2 tops pour l'encouragement. Je vais mettre Bouchouari et je vais mettre le gardien qui a remplacé Étienne Green. Donc, c'est Ravert. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, tout à fait. Ravert. Voilà, donc Ravert. Alors, je rassure tout le monde, je suis pas en train de m'emballer sur un jeune gardien. Je dis juste que il a pris 2 buts, on est d'accord, mais il a fait notamment une très bonne parade sur coup franc. Donc, je vais mettre ces 2 joueurs. Et mon flop, ça reste toute l'équipe. Voilà, tout le reste de l'équipe. Ouais, ok, ça se tient. Voilà, ça se tient. Melvin ? Moi, j'ai bien aimé l'entrée du coup de Bouchouari aussi. Et pour ces 68 minutes, Victor Lobry, qui a surnagé comme souvent dans son rôle au milieu du terrain. Mais bon,
pas aidé par l'équipe. J'ai pas de troisième top. Et pour les flops, je mettrais le reste de l'équipe en fait. Ouais, c'est dur de cibler un ou deux joueurs, quoi. Ouais, effectivement. Romain, est-ce que tu veux te prêter au jeu? Sur les Stéphanois. Pourquoi pas? Concernant, ça va être compliqué pour moi. Je connais pas. Enfin, ouais, non, ça va être compliqué. Puis sur ce match-là, encore plus. Enfin, non. Allez, mets-nous le Texier. Mets-nous le Texier en flop. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'y Texier pensais. en flop. En vous écoutant, je dis allez, je vais les taquiner. Je vais dire allez, monsieur le Texier est forcément dans mes tops. Mais quoi qu'on verra après, on verra peut-être après au courant de l'émission ce que j'en pense de ces décisions. Mais non, c'est un match trop particulier. Enfin, les deux entraîneurs l'ont répété aussi. Effectivement, c'est compliqué de tirer des. On vit qu'une fois dans une carrière, quoi. Et côté du Havre, hein, vas-y, fais-nous un top et un flop de ton équipe. Alors, côté Havre, j'ai bien aimé Christopher Opéry. Pas forcément pour son doublé, mais parce qu'on voit qu'il apporte quelque chose. C'est une recrue qui va apporter quelque chose et qui apporte déjà quelque chose. On a eu l'occasion d'échanger sur lui avec Vincent dans un des spaces Havrais et sur la data. Et Yann Kitala pour son premier but. J'espère que ça va le mettre en confiance et que ça va enchaîner parce qu'on a beaucoup de difficultés à ce poste-là depuis quelques saisons déjà. Et après, peut-être Richardson, parce que ça faisait un moment qu'on l'avait vu à ce niveau-là. Voilà. En top. Ok, merci pour tes avis. Alors moi, je rejoins Melvin. Donc top Lobry, Bouchoirie. Et ensuite en flop, alors oui, tout le reste de l'équipe, mais aussi on va quand même en parler, l'arbitrage qui a été compliqué, même si voilà, on peut être juste. D'ailleurs Romain l'a bien tweeté après le match, à tête reposée. Et effectivement, ça a faussé un petit peu même beaucoup le match. Vincent, tu as une stat à nous décrire. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors, sur un joueur en particulier de Saint-Etienne, c'était pas facile, hein, en choisir un dans tout ce marasme, dans toute cette journée particulière. J'étais parti sur Bouchoirie, honnêtement. Et quand j'ai vu les chiffres de chacun, j'ai changé d'avis, malgré tout l'amour que j'ai pour Bouchoirie et son entrée qui a été très intéressante. J'ai choisi Mouton, qui a été pour moi intéressant. C'était pas un poste facile pour c'était sa première titularisation en plus, il me semble. Oui. Donc j'ai choisi Mouton parce qu'il a été intéressant. On l'a vu jouer vers l'avant, on l'a vu prendre des risques. Il a bien tenu son rôle sur une mi-temps. C'était pas évident. C'était quand même assez casse-gueule comme contexte pour lui. Donc j'ai choisi Mouton parce qu'il était propre. Je vais vous le poster de suite. Tu m'as pris un peu de cours. Non mais écoute, je vais te donner mon avis sur Mouton en même temps. Comme ça tu auras le temps de le poster. Écoute, Mouton, ça reste un des jeunes qui a sa chance et qui est régulier. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'avais un peu peur de sa titularisation quand même, parce que c'est quand même un jeune joueur. Et tu te dis, bon, est-ce qu'il va pas passer à travers? Eh ben non. Donc même, tu vois, il a fait des entrées très très intéressantes. Et là, sa titularisation, il montre qu'il va falloir compter sur lui et que Batles va pouvoir s'appuyer dessus. Alors après, est-ce que il peut jouer, il peut être titulaire toute la saison? J'y crois pas trop. Parce que ça reste quand même encore un jeune joueur, sauf si demain tu l'accompagnes de joueurs un peu plus expérimentés, pour le driver un petit peu tout le long du match, pour le calmer quand il va peut-être un peu s'énerver, pour tenir le ballon. Donc écoute, c'est en tout cas c'est une belle surprise, Mouton. Oui, complètement. Il a montré que malgré son manque d'expérience, on peut compter sur lui.
pas en tant que titulaire, comme tu l'as si bien dit, mais si jamais il y a besoin de faire appel à lui, on sait qu'on peut l'aligner et qu'on a quand même quelques garanties par rapport à sa capacité à s'adapter, je trouve. Ouais, non, c'est ça, il a facilité à s'adapter. Et je pense que il peut peut-être aussi jouer numéro 8, tu vois. Il est peut-être légèrement polyvalent par rapport à son poste. Mais après, voilà, pour l'instant, qu'il se concentre sur son poste de prédilection. Écoute, vas-y Vincent, si tu l'as posté la Ça y est, je l'ai posté. Elle est en ligne. Donc, grosso modo, en chiffres, Mouton a tenté 23 passes. Il en a réussi 22, ce qui est quand même pas mal. Oui. En profondeur, il en a tenté 5. Il en a réussi 4. Il perd que 3 ballons et il a 3 interceptions. Et il a touché 58 ballons en 48 minutes de jeu. Je trouve que dans un contexte pareil, c'est quand même pas mal. On a vu que plusieurs fois, il a voulu jouer vers l'avant et que ça a apporté quelque chose. C'est jamais évident de rentrer à ce poste de 6, d'être titu et de voir le match qui évolue dans ce sens. C'est très délicat, mais je trouve que comme l'Aubry, il a montré de belles choses, comme l'entrée de Bouchouari aussi a été vraiment intéressante, et on a envie d'en voir plus. Mais ouais, Mouton, il apporte des choses, donc je suis content qu'il y ait un jeune formé au centre qui prouve certaines choses et qui donne du crédit à sa présence. Et je voulais finir par une petite parenthèse. Je voulais féliciter Romain, qui avait fait un tweet très juste, très clair et pertinent l'autre jour, et je l'avais félicité. Oui. Et Oui, je voulais c'est vrai. te le redire de vive voix, parce que souvent sur des matchs comme ça, les gens manquent de clairvoyance et de pertinence. Or, toi, tu en as fait preuve de beaucoup, et je t'en félicite. Merci beaucoup. Non, mais j'essaye sur ce genre de débat sans fin. J'essaye de passer le match en noir et blanc et de plus penser aux couleurs de maillot. Voilà, et de regarder un peu les actions. Voilà. Bravo. C'est vraiment non, mais c'est très intelligent de ta part et rare le font en tout cas. Merci. Messieurs, Scud, un avis sur Mouton? Alors grâce à Vincent, on peut voir quand même que c'est un jeune qui est dans l'amélioration constante. Il a suivi une préparation à la SSE. Il est issu du centre de formation. Il a de très très bonnes stats. Il est à plus de 40, enfin quoique, ouais, si en globalité il a pratiquement à plus de 50% dans ses réussites, mis à part les duels offensifs disputés. Il est à 33%, mais bon, c'est pas non plus un joueur très offensif, mais en soi, non, c'est prometteur. C'est prometteur. Quand on sait que c'est un joueur qui est formé au club, qui a suivi toute la préparation du centre de formation jusqu'à aujourd'hui, c'est prometteur et c'est ça qu'il faut mettre en avant, quoi. Non, mais c'est clair. Mais Voilà, les stats sont belles, hein. Les stats sont belles. Les stats, franchement, sont belles. Pour un joueur qui démarre de son âge, franchement, les stats sont belles. Et elles sont encore plus belles quand tu vois la physionomie du match en fait. Tu te dis, il aurait pu s'écrouler, tu vois. Ouais, ou se blesser. Se blesser non, mais tu vois, il aurait pu mentalement, il aurait pu prendre un coup et en fait, non, il a gardé il a su garder son niveau de jeu et ça prouve que du coup mentalement, il a quelque chose, quoi, tu vois. C'est sûr. En tout cas, c'est un joueur. On lui a demandé d'être présent. Il a répondu présent. Voilà. C'est ça. Il a eu sa chance. Il l'a saisi. Donc, messieurs, maintenant, j'ai une question à vous poser. Donc, les choix de monsieur Le Texier ont-ils influencé sur le match? Écoute, Melvin, est-ce que tu as un avis sur la question? En fait, je vais pas y tomber non plus trop, mais bon, quand en 45 minutes, t'as déjà 2 rouges, même ton adjoint prend un rouge, oui, c'est sûr que ça va que accentuer les choses
dans le mauvais sens pour la SS. Après, le premier carton rouge peut-être fait un peu plus écho sur le deuxième. Et c'est qu'une cascade. Donc oui, c'est clair que ça a influencé le match. Ouais, ok. Squad. Moi, je vais être difficile. Je vais parler avec les émotions. Alors, bon, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Effectivement, oui, ça a influencé. Parce que quand tu prends beaucoup de cartons, il y a eu au total 4, dont 3 sur des postes quand même qui sont importants. Le gardien, Cafaro, ailier, donc ça, qui a pris un rouge. Donc pareil, ce poste-là, il est important. Briançon, défenseur, qui a pris un carton rouge. Donc ça aussi, c'est un poste qui est important aujourd'hui pour défendre une équipe. Donc oui, ça a influencé. Mais maintenant, il y a certains débordements, notamment Cafaro. Alors effectivement, c'est pas un coup de poing qui prend le joueur du Havre, mais il y a quand même quelque chose. Tu vois, il y a quand même un coup qui part. Alors le Texier, par contre, ce qui est vraiment bizarre sur l'action, c'est qu'il ne le voit pas. Et je ne sais pas comment il peut tout de suite se retourner et tout de suite sortir carton rouge. Donc peut-être que Monsieur Les Texier est carrément aussi sorti de son match par rapport à la tension qu'il y avait sur le terrain. Maintenant, sachez quand même qu'on a pris 6 buts. Il y a des équipes qui, même avec 3 à 4 cartons rouges, n'ont pas pris autant de buts. Donc en fin de compte, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais bien sûr, oui, c'est au niveau du dispositif, prendre 3 cartons rouges, effectivement, ça va modifier toute la tactique du match, c'est sûr. D'autant plus dans les postes qui ont pris des cartons rouges. Briançon, il prend un carton rouge, donc ta défense, elle est modifiée, quoi. C'est sûr. Et on l'a vu sur le terrain, quand tu voyais, il n'y avait plus le même pressing, il y avait plus les joueurs, ils se marchaient dessus, en fait. C'est sûr que ça fausse la rencontre. Ça fausse la rencontre, mais après, on a tous vu le début de saison de la SSE. On peut pas dire qu'on est exceptionnel non plus pendant les matchs. Tu vois. Non, bien sûr, mais donc, tu vois, même avec ça, alors moi, je suis quand même embêté. Dans le sens où Briançon, tu dois pas sauter avec le coude, en fait. Donc déjà, ton deuxième carton... ça se discute aussi, parce que regarde combien de fois... Il est évitable, parce que tu sautes avec le coude, l'arbitre, il est à côté de toi en plus. Donc c'est soit tu tends le bâton et en fait, tu t'en fous, mais tu n'as pas à sauter avec le coude comme ça à côté de l'arbitre. Tu sais que tu as déjà un jaune en plus. Tu sais que la première faute un peu dangereuse, t'en prends un. Mais alors, donc moi, je lui en veux un peu. Parce que le jaune est mérité, hein. Il saute avec le coude. Hein. Voilà, deuxième jaune, pas de problème. Mais alors là-dessus, tu vois, alors il y a eu beaucoup de restrictions au niveau de la ligue par rapport au choix des arbitres et tout. Mais alors dans ces cas-là, tu vois, genre des Milik, des Zlatan Ibrahimovic, ils auraient dû prendre 14 cartons rouges, tu vois, dans la saison. Donc ça se discute. Cette faute-là, pour moi, elle se discute. Pour moi, ils méritent pas le rouge, tu vois. Pour moi, ça mérite pas rouge. Parce que des duels aériens, t'en as tout le temps. Et les attaquants, combien de fois les attaquants ils mettent le coude, tu vois. Donc pour moi, ça se discute. Mais après, tu sais quoi là. Je peux pas lui en vouloir, moi, Briançon. Quand tu connais les antécédents, tu vois, tu peux pas lui en vouloir. Il parle beaucoup, tu vois, il parle beaucoup à l'arbitre. C'est un nerveux. Oui, non, mais... Donc les arbitres, si tu veux, ils sont focus sur lui. Bien sûr. Ils savent que c'est un joueur qui va aller au charbon, comme on dit, mais voilà, moi, elle me dérange un peu. Tu vois, cette faute, elle me dérange un peu. Et deuxième chose, aussi, moi, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que, du coup, en fait, on a pris des rouges et on s'est dit, on va perdre, quoi, ça y est, c'est mort. On lève le pied, quoi, tu vois. Et j'ai eu ce sentiment-là. Et ce sentiment, il est encore plus vrai parce que quand tu vois Green, en fait, Green, c'est simple, il en a eu marre. Il doit jamais sortir parce que ton défenseur est au duel avec l'attaquant. La règle, c'est tu sors pas. La règle, c'est ça, tu sors pas. Tant que ton défenseur est au duel, tu ne sors pas. Là, il sort, mais je pense que c'est du dépit, en fait. Tu vois, s'il a voulu... tu vois, t'en prends 5, c'est compliqué, hein, mentalement, c'est dur. Hein.
Donc je pense que c'est plus, tu vois, c'est plus une erreur. Enfin, c'est même pas, ouais, c'est le carton, il y est. Il y est. Mais Il est sorti de son match. C'est ça. Après, tu peux pas lui en vouloir. Il en prend 5, tes collègues, ils sont absents. Il a subi, en fait. Il a subi. Mais voilà, tu vois, moi, l'arbitre, écoute, il a décidé, hein, en quelque sorte, de la physionomie du match, hein, qu'on le veuille ou non. Donc je trouve ça dommage. Romain, justement, ton avis sur la question. Alors, ouais, donc vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais fait un petit tweet après coup, j'avais regardé les images. Petite subtilité où j'avais qualifié quand même le rouge de Briançon sévère. Alors, c'est pas. C'est vrai que c'est 2 jaunes, et c'est vrai que la première faute, il y a jaune, et la deuxième faute, tu l'as dit, on saute pas avec le coude, mais on voit, enfin, moi je trouve qu'on voit sur les images que. Enfin, c'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. On va parler de la faute après, de Cafaro, mais sur Briançon, quand il saute, il veut aller au duel, comme tu le dis. Ok, pourquoi pas, on saute pas avec le coude, mais en tout cas, c'est pas intentionnel. Enfin, moi, c'est ce que je vois des images. Maintenant, c'est vrai que l'autre jaune, il l'a pris juste avant, comme vous le dites aussi, et c'est vrai que j'ai des amis à vrai qui m'ont fait remarquer qu'ils parlaient beaucoup, etc. Bon, voilà, donc on peut qualifier quand même de sévère, dans le sens où, encore une fois, pour moi, je le trouve pas intentionnel. Après, Cafaro, euh, pareil, j'ai débattu avec pas mal de Havrais là-dessus, mais enfin, c'est rouge direct en fait. C'est ça qui me gêne sur Cafaro. Vous allez dire, mais c'est un Havrais qui parle, quoi. Mais oui, parce que bon, faut le dire, on a notre joueur qui en rajoute, faut le dire aussi, et là, ça me paraît pas non plus. Enfin voilà, et oui, il y a un C'est geste, il y léger. a un geste C'est léger. d'humeur, il y a un geste d'humeur. C'est ça. assez léger. Enfin, le jaune aurait été compréhensible pour moi. Voilà. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant sur le tweet. Et puis Green, on va pas revenir là-dessus. Il y a pas de débat. Il y a carton rouge, c'est clair. Mais que tu l'as très très bien dit. Je pense que ouais, le gars, il était dépité. Et il sort, voilà, il met les 2 pieds en avant. Enfin voilà, là, il y a pas de débat là-dessus. Et je pense que j'en ai pas eu. Mais les 2 premiers, ouais, on pourrait discuter assez longtemps parce que voilà, je trouvais pas Briançon dans l'intention de faire mal. Il va au duel. Il va au duel. Et comme l'a dit, alors c'est Scott, c'est ça. C'est vrai que des Oui, c'est Zlatan moi. ou d'autres joueurs qu'on a pu avoir. Enfin voilà, les mecs, on voit des ralentis quand ils vont au duel, ils vont au duel, hein, aussi. Donc, enfin Zlatan, il en a mis des coups et voilà. Bon, d'ailleurs, je défends, mais c'est vrai que ça a un peu tué le match aussi. Donc, moi, j'aime le hack, mais j'aime aussi le football. Donc, Ouais, c'est ça. des matchs comme ça, c'est pas forcément intéressant. Voilà, après, on va pas faire les fanfarons à dire on en a mis 6. Oui, bon, bah, j'ai envie de dire, enfin, à 11 contre 8, quelque part, heureusement qu'on a enfilé des perles, quoi. Et tant mieux pour nous, pour la confiance. Mais bon, ça a tué le match. Ça a tué le match. Après, vous avez joué à fond. Hein. Vous avez joué à fond. Vous nous avez respecté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Enfin, je pense qu'on Ouais, tout à fait. aurait fait pareil. Ouais. Hein. Mais ouais, effectivement, c'est dommage ça. Voilà, des erreurs comme ça. Mais bon. Mais oui, je te rejoins. Ça pose débat. Hein. Les deux, Cafaro, Briançon, effectivement, ça fait débat. Ouais. Les avis sont différents. Mais après, Mais je pense que. Ouais, mais au-delà des décisions de l'arbitre, on sentait quand même au coup d'envoi. De toute façon, c'était un match à enjeu. On était qu'à la 4e journée, mais c'était un match à enjeu. On était deux bêtes blessées là, 2 équipes qui n'arrivaient pas à démarrer leur saison. On sentait quand même une certaine pression, mais la pression, je pense qu'elle était sur les épaules des Stéphanois parce qu'ils étaient chez eux. Bon, à huis clos, d'accord, mais chez eux. Et moi, je l'avais dit une semaine avant dans un space donc on fait avec les copains là. Ce match-là, je le sentais bien. Je l'avais tweeté et ce match-là, je le sentais aussi parce que le Havre, on est réputé pour mal jouer contre les entre guillemets petites équipes et plutôt faire des perfs contre les grosses équipes. On va dire mettre ça entre guillemets ou de renom, on va dire ça. Et donc ce match-là, connaissant mon équipe, je le sentais vraiment bien et connaissant les enjeux. Mais on sentait des Stéphanois très oppressés quand même dès le début de la rencontre. Nous, on est, tu sais, en fait, nous, on joue pas au foot. Nous, on est réputé pour relancer les équipes, tu vois. Donc, mais t'as raison de le dire. Hein. Donc voilà. Donc tu n'avais pas du tout à avoir peur face à cette équipe stéphanoise. Après, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que... Alors, la situation de la Saint-Etienne est la plus compliquée de
toutes les équipes de Ligue 2, parce que déjà on est en négatif, Ouais. donc forcément la pression tu l'as direct. Et là encore plus, 4e match, t'es toujours en négatif. Oui, je pense qu'ils étaient nerveux. Après, t'as le public, je sais pas comment le match tourne, tu vois. Huis clos, c'est quand même c'est bizarre de jouer à huis clos. Mais oui, effectivement, je te rejoins sur le fait que les joueurs, ça se voyait, ils étaient sur la corde raide, ça sentait que ça pouvait vite déraper. Non, mais ils ont craqué. Oui, bah après. Mentalement, ils ont craqué, craqué. ouais. Ah, ils ont craqué mentalement. Ils ont craqué complet mentalement. Vincent, un avis sur la question? J'ai toujours un avis sur tout. Ah, Je rigole, bien sûr. Moi, ce qui me dérange le plus sur ce match, c'est pas les cartons ou le fait que Briançon saute avec le coude ou pas, parce que ça, c'est des situations que l'on voit régulièrement, et j'aimerais qu'on équilibre les choses et que tous les joueurs qui fassent ça prennent un jaune. Je pense que la musique serait différente. Moi, surtout, ce qui me dérange, c'est la première action du match qui est litigieuse. Comme je l'ai dit sur le tweet de Romain, quand Pintor part au but, je dis pas qu'il y a un rouge. Je dis au moins il y a une faute de sifflet avec un jaune. À partir de là, ton scénario de match, ce n'est plus le même. Le débat, il est réglé. Déjà, il doit faire le nécessaire, il doit faire son boulot. Il y a une faute sur Pintor. Je dis pas que le défenseur est le dernier défenseur, mais il y a un coup franc, quoi qu'il arrive. Donc déjà, tout le reste, ce n'est plus le même. On n'a plus le débat sur Briançon, sur Cafaro et sur Green. c'est ça, tout à fait. Ça, c'est surtout cet élément-là qui me dérange. En plus de ça, on a vu un week-end en Ligue 2 et en Ligue 1 où ça a été la fête du carton. On n'a jamais vu ça. Il y a eu des décisions qui ont été absolument incompréhensibles et qui ne peuvent même pas être expliquées aujourd'hui. Il y a des mecs qui ont pris des rouges directs pour des fautes fantoches qui méritaient à peine un jaune. On veut essayer de professionnaliser la chose, je veux bien, mais qu'on arrête ces parodies de football où on change les matchs sur des comportements de cow-boy. Il n'y en a qu'un cow-boy, c'est Joss Randall, il est très bien. Mais là, on a eu des versions discount d'un cow-boy qui n'a pas de philosophie, qui n'a pas de discours avec les joueurs. Et moi, ça m'emmerde profondément. C'est pas normal. Qu'on mette les micros, et là, je pense qu'on va rigoler aussi. Il y en a ras-le-bol de ces espèces de petits cow-boys de basse-cour qui se permettent de faire de telles choses. Moi, ça m'emmerde. Bah ça, tu fausses un match, les ailes elles poussent. Hein. Apparemment là, le Texio, il était un peu. Et en plus, on lui fait une promotion. On va l'envoyer arbitrer Nice-Marseille. Mais ça va être une mascarade le match s'il a la même psychologie sur ce match-là. C'est de la folie pure. Effectivement, ça risque d'être compliqué. Juste, mon manteau, il y a Julien, des socios qui est du coup toujours là. Julien, est-ce que tu es encore parmi nous ou pas? Parce que ce serait intervenant. Il est intervenant. Du coup, ce serait. Je pensais que tu m'avais fait descendre. Ouais, mais non, mais du coup, comme t'es là, on va en profiter quand même. Dis-nous. Qu'est-ce que j'ai pas envie de parler de ce match? Et ouais, mais t'inquiète, nous aussi, mais on va le faire avec de l'humour, t'inquiète. Non, par rapport à la question. Ouais, par rapport à la question, du coup, si le Texier a faussé le match. Mais moi, je résume ce match même pas une phrase. Je résume le match en 0 QI foot. La plupart de nos joueurs ont 0 QI foot et cet arbitre a 0 QI foot. Je me demande si cet arbitre connaît le foot. Sur le deuxième jaune, sur le deuxième jaune de Briançon, s'il n'avait pas eu de jaune auparavant, il y avait jaune. Il venait de prendre un jaune. L'arbitre, il va voir le joueur. Il lui dit là, c'est limite. Le prochain, c'est jaune. Mais là, même pas. Il y a 0 discussion. J'en reviens à ce que tu disais, Vincent. Avant de mettre la VAR, il y avait un truc qui coûtait beaucoup moins cher. Parce qu'a priori, ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas avoir la VAR en Ligue 2, c'est les micros. Le jour où on va mettre les micros sur les arbitres, il y aura beaucoup moins d'erreurs d'arbitrage qu'avec la VAR. Parce que là, tout le monde sera écouté,
Les joueurs aussi, hein, parce que c'est aussi pour moi, les micros, c'est autant pour protéger les joueurs que pour protéger les arbitres. Parce que du coup, au moins, comme ça, si les joueurs insultent un peu comme. C'était Kazri qui avait insulté l'arbitre il y a quelques semaines. Boanga, je Voilà, crois, non? au moins, comme ça, les insultes, c'est direct. Voilà, on dit maintenant quand il y a insulte, s'il n'y a pas carton jaune, s'il n'y a pas carton rouge sur l'insulte, en commission de discipline, c'est réglé. Voilà, au moins, comme ça, on supprime. Pour moi, ce qui peut résoudre tous ces genres de problèmes, c'est les micros. Qu'est-ce qu'a dit l'arbitre sur le deuxième jaune à Briançon? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je suis persuadé qu'il lui a strictement rien dit. Il a sorti Rien. le jaune, il a sorti le rouge et terminé. Mais un peu de pédagogie, bordel. Comme je pense aussi pour le carton rouge de Cafaro. Hein. Je pense que c'est le Mais même moi, le scénario. carton rouge de Carfaro, il y est 10 fois. Qu'il ait pris qu'un match, honnêtement, c'est pas, si pendant ce match, il y avait eu qu'un carton rouge, il n'aurait pas pris qu'un match. Il prenait au moins 2-3 matchs. Voilà, Tu penses? Ah oui, mais oui, c'est sûr. Mais je dis, mais non, mais t'es réduit à 10, mais c'est là, j'en reviens au zéro QI foot. T'es réduit à 10 et tu fais ça. Mais arrête d'être con. Alors après, quand il est venu à Saint-Etienne, dans les clubs précédents où il a joué, ils nous ont tous à peu près dit que c'était pas non plus un prix Nobel. Mais non, mais tu fais pas ça. Pour moi, il y a rouge. Sur Cafaro, il y a rouge. Après, j'étais devant la télé et du coup, j'étais un peu énervé sur le coup. J'ai dit jamais il y a rouge là-dessus. Et puis tu vois les ralentis, tu dis non, mais tu peux pas faire ça. En fait, c'est sa débilité le carton rouge. C'est même pas sa faute, c'est sa débilité. Voilà, tu peux pas juste mettre un jaune là-dessus, c'est pas possible. Tous les cartons, tous les faits là, les faits de match sur ce match-là font débat et ça se comprend, ça, voilà, ça. Mais écoute. Après le carton rouge de Green, j'en parle même pas. Hein, qu'il ait pris. Moi, j'avais dit 3 matchs. Il en a pris que 2. Bon, tant mieux. Ouais, après Green, voilà, moi je pense que c'est le. Il s'est dit, c'est le coup. Il y a plus de lumière, il y a plus de son. Oui, mais de toute façon, tu le vois qu'il n'y a plus de réseau. Hein. Quand il prend le carton rouge, il regarde même pas l'arbitre et il part. Hein. Mais le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'il sort son match comme ça. On l'avait vu quand il a tapé 3 fois le poteau. C'était quel match déjà ça? Quand il en prend 3, c'était en Ligue 1 ça. Oui, c'était la première partie de saison de l'année dernière. Ouais, bah tu vois, tu sens que c'est un gardien, il est encore très faible psychologiquement. Oui. Donc, mais je pense que tu peux réduire une grosse partie de l'effectif sur un problème de faiblesse psychologique. Ouais, bien sûr. Honnêtement, c'est un gros problème. Hein. Moi, c'est pas le niveau de jeu qui m'inquiète le plus, c'est cette nervosité permanente qui m'inquiète vraiment. Parce que là, les matchs sont à huis clos. Heureusement que les matchs sont à huis clos. Parce que s'ils sont déjà nerveux dans un stade vide, ça va être quoi parce que sur les premiers matchs, il y aura entre 17 et 20 000 personnes. Mais ça va être quoi quand les clubs vont être pleins? Tu fais bien de le souligner, ouais. Parce que là, à l'ouverture, ça va être uniquement la Nord qui va être pleine. Donc bon, et au moins comme ça, ce sera par dose homéopathique. Mais dans quel état de nervosité ils vont être au premier match Puis même s'ils font un mauvais match, on connaît la bronca à Geoffroy Guichard. Hein. Je trouve honnêtement, moi je suis impressionné par le peuple vert et la patience. Parce que ils nous ont fait tout un sketch. Il y a eu un article de partout parce qu'il y a un supporter à l'Etra qui a gueulé aux joueurs, bougez-vous. Ça a fait TL7, ça a fait Le Progrès, ça a tout fait. Parce qu'il y a un supporter qui a dit bougez-vous au centre urbain. Non mais moi ça a fait. Ils avaient rien à gratter, je pense, et du coup ils ont. Ah ouais, donc mais pour en arriver là, c'est violent quand même. Hein. C'est sûr. Messieurs, merci pour vos avis, merci Jules. Julien, reste avec nous, Julien. Tu peux rester, il n'y a pas de problème. On va passer aux résultats du sondage. Alors Melvin, comment les supporters stéphanois ont répondu à cette question? Eh ben, les supporters stéphanois sont unanimes, tous ont dit oui, que le choix de Monsieur Le Texier a vraiment influencé le match. D'accord. C'est du 91% à 8% de non. Ok. Il y a quand même des noms. Il y a quand même une petite partie de non.
Moi, j'ai mis non, perso, je vous le dis. Oui, ça, on sans doute pas. Parfait, merci pour la participation en tout cas. Romain, je te remercie. Si tu veux rester avec nous, il n'y a pas de problème. T'es le bienvenu. Ouais, non, mais je vais rester connecté. Merci à vous. Je reste dans les parages. Bon, en tout cas, merci pour tes analyses justes et honnêtes. C'est De toute façon, un plaisir en tout cas. On se retrouvera au retour. Ouais, avec plaisir. Et non, je trouvais juste intéressant parce que Vincent, il a remis le débat au centre sur l'équilibre de la rencontre. Parce qu'il y a une autre intervention aussi d'un joueur havrais dont on n'a pas parlé, c'est Sanganté, où là aussi il y a une mauvaise intervention en seconde mi-temps. Ouais. Et c'est vrai que au-delà du débat faute ou pas faute, il y a Monsieur Le Texier qui doit tenir son match en fait. Et s'il y a des fautes dans les deux camps, bah, effectivement, il faut soit il met pas de carton nulle part, soit il en met partout, mais pas dans un sens quoi. Voilà, bon, j'ai un maillot vert ce soir, on va dire ça comme ça, mais non, encore une fois, je parle de football là, je parle de football. Il a manqué de Saint-Étienne, je parle voilà. Il a manqué d'équité dans son jeu arbitre. Bah, écoute, merci à toi, Romain. Merci à vous pour l'invitation. Tu reviens quand tu veux et n'hésitez pas à écouter les spaces de Romain, c'est intéressant également. Et dimanche, je peux juste 30 secondes, dimanche soir à 21h, donc c'est un space qui s'appelle donc Réaction. Et dimanche soir, on a la gardienne internationale du Havre qui a signé cette année-là, parce qu'on a remonté en D1 Arkema. Et dimanche soir, on fait un zoom sur les féminines pendant la première partie, et ce sera le débrief de HAC Amiens pendant la seconde partie. Et elle sera avec nous pour parler de l'avant-saison et de comment elle voit la saison à venir. Voilà. Bah écoute, messieurs, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire dimanche. Si vous écoutez, en même temps que le match de Cannes de Prime. Tout à fait. Voilà. Merci à toi. Comment ça ? Bonne soirée. Si je peux, je viendrai faire un petit tour pour écouter tout ça. D'accord. Merci Vincent. À plus tard. Messieurs, nous allons passer à l'avant-match ASSE Valenciennes. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir le 11 Valenciennois qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. Enfin, vous pouvez m'appeler Arthur, ce sera peut-être plus facile pour tout le monde. Enchanté, Arthur. Enchanté tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir. Content d'être en compétition avec ton club. Oh, ça fait plaisir plaisir, non, je sais pas, mais de voir un historique quand même affronter voilà. Valenciennes, c'est pour ça que je disais ça. Très heureux de vous retrouver surtout. Et avec un certain Jérémy Janot dans votre staff. Ah, le bon vieux Jérémy Janot. Donc, ASSE Valenciennes, ce 27 août à 19h, 5e journée de Ligue 2, sur l'équipe et Amazon. Ouais, l'équipe gratuite. Hein. L'équipe gratuite, ok. Stade du Hainaut à Valenciennes. Melvin, nous avons un sondage. Oui, les Verts sont-ils capables de réagir ? Voilà, donc messieurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question. Concernant les forces en présence, donc côté SSE, nous avons donc Green, Briançon, Cafaro, Mouefek, Aouchiche, Silva, Gauthier, d'absents. Et nous avons, d'après les dires de notre coach Laurent Batles, le retour de Dylan Chambost. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et côté valenciennois, alors tu me diras si je me trompe, Arthur, vous avez en absent Julien Masson. Ouais, c'est ça, Julien Masson qui n'a pas traîné pour prendre ses 3 cartons jaunes en début de saison. D'accord. Donc sinon, vous êtes au complet. Hein. Alors ouais, il n'y a pas encore eu la conférence de Nicolas Rabuel qui aura lieu demain matin. Donc on ne sait pas encore s'il y a des petits pépins physiques, mais pour l'instant on part sur Julien Masson, seul absent du coup au milieu de terrain. Donc Debuchy est dans le groupe. Il serait dans le groupe, Debuchy ? Debuchy était en reprise depuis une semaine et demie. Okay. Il a repris en collectif cette semaine logiquement. Okay. Donc il peut logiquement postuler dans le groupe. Faut voir où il en est physiquement, mais je pense que de son côté il y a aussi une envie de postuler dans le groupe. Bien sûr. week-end. Bien sûr. C'est logique.
Messieurs, je vais vous parler des dynamiques des deux équipes. Je vais d'abord commencer par Valenciennes et tu nous diras, Arthur, après, tu veux compléter un petit peu ce que j'ai dit. Donc, en ce moment, donc début de championnat, pas évident, avec 2 nuls, une défaite et une seule victoire. Vous jouez dans un système en 4-2-3-1 avec un duo de sentinelles, Masson-Kaba. C'est ça. Nous avons noté 2 joueurs de couloir, Amash et Haïté. Mhm. Défense assez solide quand même, avec 2 buts encaissés sur 4 matchs. Ouais. Et par contre, vous avez une petite faiblesse au niveau offensif. Ah, c'est ça, c'est le Donc, gros souci. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe, de ce début de saison, plus en détail, et en tant que Stéphano, quels sont les joueurs qu'on doit craindre? Début de saison assez délicat pour VA, donc un nouvel entraîneur, un groupe qui a pas mal changé avec 15 départs cet été et seulement 3 arrivées. Beaucoup de nouveaux, on va dire, de nouveaux systèmes de jeu à maîtriser pour les joueurs, même si bon, ils sont pas plus bêtes que les autres. Logiquement, c'est des footballeurs professionnels si ils savent un minimum s'adapter. Début de saison délicat. Alors déjà, le match contre Bordeaux à la première journée était incertain jusqu'à 2-3 jours avant. Finalement, il s'est joué, se conclut sur un 0-0 sans grand relief. Une première victoire acquise au Hainaut et dans la douleur. Et je pense que Romain peut en témoigner face à un Havre qui méritait sûrement mieux qu'une défaite. Un petit retour sur terre la semaine d'après avec une défaite logique à Metz et enfin ce dernier match nul à la maison qui était quand même pas très joli à voir. Contre qui? Le dernier match nul, j'ai un trou de mémoire, c'est incroyable, mais QRM. QRM, oui, mais ce match ne m'a vraiment pas marqué. Une équipe dure à jouer. Ouais, c'est ça, vaillante en tout cas. C'est ça, et bon, Valenciennes, malgré une équipe de QVI qui logiquement va jouer pour son maintien, hein, on ne s'attend pas non plus à autre chose, mais a largement bousculé VA et VA s'en sort notamment grâce à son nouveau gardien Gauthier Larsonneur qui fait un bon début de saison. Très très bonne recrue. Oui, tout à fait. Et au niveau, donc merci pour toutes ces précisions. Et concernant le ou les joueurs que doit craindre l'AS Saint-Etienne. Donc pour toi. Je vais tenter un petit pari. S'il y a un joueur à suivre, c'est peut-être Hugo Bonnet qui a du mal en ce début de saison, qui n'a toujours pas marqué. Pour l'instant, le seul buteur de la saison valenciennoise, c'est le jeune Ilyes Amash. Et Hugo Bonnet, positionné en numéro 9, a quand même du mal en ce début de saison. Il doit assumer ce nouveau rôle de leader d'attaque. Avant, c'était Baptiste Guillaume qui est parti du côté de Guingamp. Et Hugo Bonnet, il a toujours la dalle. On le voit à chaque fin de match, il vient répondre à nos questions. On sent qu'il est frustré de ne pas avoir marqué. Il a du mal à s'y faire sûrement à ce nouveau rôle, mais il manque, comme le coach de Valenciennes le disait, il manque ce petit déclic. Et ce petit déclic, il peut venir d'Hugo Bonnet, qui est un joueur assez complet offensivement, qui est capable d'un point de fixation comme un joueur qui prend la profondeur. Donc je mettrai une petite pièce sur Hugo Bonnet, même s'il faut se méfier des 2 jeunes Valenciennois qui tournent bien en ce moment. Ilyes Amash, du coup le seul buteur de la saison, et Aymen Boutoutaou, qui est capable de jouer sur tous les postes offensifs. D'accord. Et notre ami Kaba, du coup, qui a été pisté par la Saint-Etienne. Lui, c'est clairement le patron du milieu de terrain à Valenciennes. Il y avait Julien Masson l'an dernier qui avait déjà un petit peu plus d'expérience que Mohamed Kaba qui a été lancé seulement l'an dernier. Mais Mohamed Kaba a fait une très bonne première saison à Valenciennes. Et depuis le début de saison, il confirme tout simplement. C'est très solide physiquement, ça récupère énormément de ballons au milieu de terrain. Et il est aussi capable de vite se projeter. Et c'est ce qui fait la différence avec Julien Masson, c'est qu'il est capable d'aller
faire un rush de 60 mètres et aller se présenter face au but et tirer. Bon, pour l'instant, il faut encore un peu régler la mire, on va dire, mais c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est capable de jouer en 6 et je pense même qu'il est capable d'évoluer en 8. On l'a pas encore vu à ce poste-là, mais ça pourrait arriver si VA change de système, peut-être dans le futur, ou s'il signe à Saint-Etienne, on ne sait jamais. C'est une très belle promesse pour l'avenir et si jamais il venait à quitter le Nord et à s'installer chez vous, et là, ce serait, je pense, une très bonne recrue. Ouais, d'ailleurs, ça dit quoi sur ça, justement, sur un possible départ de Kaba? Ça en est où, là? C'est en stand-by Ouais, alors c'est pas vraiment en stand-by, c'est en fait le club de Valenciennes, pour vous faire un rapide topo, est assez fermé sur toutes les questions du mercato, que ce soit l'entraîneur ou le staff ou même le président. On voit le mercato comme un sujet tabou à Valenciennes, alors on n'en parle pas. On a essayé d'avoir l'avis du coach là-dessus et le coach a immédiatement refusé d'en parler. Donc on n'a pas eu trop le choix. On a été obligé d'arrêter Mohamed Kaba à la sortie du dernier match face à QRM pour lui demander directement où ça en était avec Saint-Etienne. Et je pense que certains l'ont dû le voir. Il a aussi botté en touche en disant qu'il était pleinement valenciennois et qu'il ferait tout pour aller chercher la victoire ce week-end contre Saint-Etienne. Mais bon, les contacts existent. Il y a bien des contacts. Maintenant, il faut voir où ça en est et on essaiera d'aller à la pêche aux informations pour vous dès demain. Parfait, merci pour les infos. Donc voilà messieurs, si Kaba est amené à rejoindre Saint-Etienne, ça serait une très bonne recrue, voilà, d'après le retour. Messieurs, est-ce que vous craignez cette équipe de Valenciennes? Alors Monscode, est-ce que... Pardon? Est-ce que tu crains cette équipe de Valenciennes? Non, parce que je les connais pas. C'est une très bonne réponse. Pas Valenciennes. Non, mais je tiens à m'excuser pour tout le monde et pour. C'est la première. Enfin, moi, je vis ma première saison en Ligue 2. Je sais que la SS était en Ligue 2 à l'époque, mais toutes ces équipes-là, je n'ai jamais apprécié regarder la Ligue 2. Et cette saison, du coup, la seule équipe vraiment que je regarde, c'est mon équipe, c'est Saint-Etienne. Donc Valenciennes, je ne connais pas du tout. Voilà. Donc je ne peux pas, j'ai pas d'analyse à apporter. Et c'est pareil pour tous les autres clubs. Donc voilà, je tiens à m'excuser. Non, mais il n'y a pas de mal. J'ai une dernière question pour toi, Victor, et après on passera à la Saint-Etienne. Quel est votre style de jeu? Tu me demandes à moi, c'est ça? Oui. Ouais. Alors c'est difficile à définir parce que on est sur un 4-2-3-1, on va dire ce qu'il y a de plus basique. Mais est-ce que ça colle vraiment à un style de jeu précis, étant donné que Nicolas Rabuel, l'entraîneur de Valenciennes, quand il est arrivé en début de saison, prônait un football offensif, un football, je ne veux pas dire spectacle, mais au moins qui fait plaisir à voir. Et depuis la reprise du championnat, on a du mal à voir le spectacle. En fait, c'est énormément de temps faible concédé, c'est beaucoup de contre-attaques qui n'aboutissent pas, qui ne passent des fois pas la médiane. Le peu d'attaques placées face au Havre, on a réussi à la concrétiser, au moins la première. Mais sinon derrière, Valenciennes subit énormément, que ce soit contre Bordeaux, contre Le Havre, contre Metz, et même une bonne partie contre QRM. Valenciennes subit beaucoup. Et heureusement que cette défense tient bon pour le moment, mais qui sait si Gauthier Larsonneur ou la défense centrale a subi un petit coup de moins bien au cours de la saison, et ça peut même arriver dès samedi contre Saint-Etienne. Ça peut vite partir en vrille et on n'est pas à l'abri d'un je vais pas dire un score de tennis, mais ça peut arriver, quoi. Ça tient vraiment à pas grand chose, sachant que justement offensivement Valenciennes a énormément de mal. Ouais, donc vous êtes plus une équipe on va dire qui défend, quoi, et qui joue
Si elle a des coups à jouer en contre-attaque, elle va les jouer, quoi. Ouais, on va dire depuis le début de saison, c'est ça. C'est beaucoup de contre. D'ailleurs, si je me souviens bien, le seul but inscrit, c'est un ballon récupéré assez haut. On va chercher au second poteau et ça marque rapidement. Mais les phases construites qui aboutissent à une frappe, on va dire, dangereuse, une vraie occasion de but, on en a très très peu depuis le début de la saison. Après, compte tenu de l'adversaire de cette affiche, qui est Saint-Etienne, j'ose espérer quand même que Valenciennes va proposer quand même un bon jeu. Parce que là, avec toutes les absences qu'on a, en fin de compte, ce serait peut-être le moment pour Valenciennes de jouer les coups, quoi, tout simplement. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, on avait questionné les joueurs dès la semaine dernière, après leur nul contre QRM, sur justement la projection contre Saint-Etienne. Justement, Saint-Etienne avait joué à 15h, donc les joueurs savaient que Saint-Etienne avait eu énormément de mal face au Havre. Et la réaction était assez claire, hein, que ce soit Quentin Lecage, du coup le défenseur gauche, ou Hugo Bonnet, l'attaquant. Tout le monde disait ils ont peut-être pris 6-0, mais justement c'est peut-être le pire moment pour les prendre, parce qu'une équipe qui a été balayée de la sorte, elle est encore plus dangereuse en fait, même s'il va y avoir des absents, les joueurs en sont bien conscients. Ok, toi tu le vois comme ça. Okay. Bah, les joueurs le voient comme ça. Après, mais toi, ton sentiment à toi? C'est assez compliqué à anticiper en fait ce match. On sait pas. Je pense que ça dépend notamment de la réaction des Stéphanois. Je pense que quand même pas mal de joueurs ont dû être piqués dans leur orgueil, ou dites-moi l'inverse, hein, si je me trompe. Mais prendre 6-0, ce n'est quand même pas commun, surtout quand on est Saint-Etienne. Et je pense qu'une réaction est attendue au moins des supporters stéphanois, et elle peut arriver face à Valenciennes, qui a du mal à prendre en main les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Bah écoute, j'espère qu'en tout cas nos joueurs ont été piqués. D'accord, ça, j'espère que tu as raison. Mon Anto, je suis désolé, on en a pris 6 à Lorient la saison dernière. Donc oui, mais après c'est encore une fois là, c'est le contexte est quand même un peu différent. À Lorient, tu gagnes 2-0 et derrière, c'est non, mais notre équipe, petite parenthèse, on est mauvais. C'est pour ça que je te posais la question. Oui. C'est quoi ton prénom, excuse-moi? Arthur, excuse-moi Arthur. C'est pour ça que je te demandais, Arthur, par rapport à l'affiche qui est présente, tu vois, comment sont tes joueurs? Parce que moi, je te dis, je suis un joueur de foot, j'affronte la SSE au plus mal. Je sais que la saison passée, j'en prends 6 contre Lorient. Là, j'en prends 6 contre le Havre, j'ai des absents. En tant que joueur, je me dis, moi, personnellement, je suis un joueur de Valenciennes, je dis, on va gagner la SSE. Pour moi, je dis, on va gagner la SSE. Mais par contre, tu vois, quand je dis ça, c'est il y a tout l'effectif, tu vois. C'est-à-dire qu'ensemble, on va pouvoir réussir à aller décrocher une victoire contre l'AS Saint-Etienne. En plus, à domicile, tu vois, donc c'est pour ça que je t'ai posé la question. Ah oui, non, mais totalement. Après, je pense que les joueurs sont dans cet état d'esprit-là, et je pense qu'en plus l'entraîneur valenciennois, Nicolas Rabuel, a une petite rivalité, on va dire, personnelle, lui avec Saint-Etienne, vu qu'il est passé, je pense qu'il est passé par Lyon à la formation, si je me trompe pas. Donc lui, ce match-là contre Saint-Etienne, il l'aborde aussi d'une façon différente, et pour lui, c'est absolument un match à gagner. Ouais. Après, effectivement, toutes les équipes vont vouloir battre l'AS Saint-Etienne, hein, c'est quand même sûr. Pour la majorité des équipes de Ligue 2, c'est un match de gala, hein, qu'on le veuille ou non. Voilà, Saint-Etienne, ça reste Saint-Etienne, et on va se faire entrer dedans toute la saison. Vas-y, mon Vincent. Moi, j'ai 2 questions rapides pour Arthur. La première, dans l'état actuel des choses, par rapport à la construction de l'effectif qui est aujourd'hui, comment tu entrevois la saison de Valenciennes? C'est difficile d'être optimiste sur la saison de Valenciennes, parce qu'on a d'un côté un président qui se
se permet limite de croire à une potentielle montée s'il y a une bonne saison, mais on sait très bien que l'effectif valenciennois n'est pas du tout taillé pour ça. Enfin là, il y a quand même une vague de départ incroyable, 3 recrues, et bon, 3 recrues, il y a Gauthier Larsonneur qui fait du bien dans les cages. Oui. Mais sinon, les recrues, c'est pas des joueurs taillés pour aller chercher la Ligue 1. Non. Et je pense, il y a pas d'objectif en fait qui a été fixé pour l'instant par la direction et par le staff pour la fin de la saison. Mais l'objectif, il est clair, c'est d'aller chercher ce maintien le plus vite possible et pas revivre le scénario de la saison dernière, parce que Valenciennes, la saison dernière, s'est maintenue à la 37e journée, a eu énormément de mal en fin de saison. À aller chercher 3 points, c'était très très compliqué, et je pense que les joueurs, une bonne partie des joueurs, ça les a marqués, et ils n'ont pas envie de revivre une situation assez stressante comme ça où ils venaient au stade du Hainaut à Valenciennes avec la peur au ventre. Ils appréhendaient les matchs à domicile parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire siffler. Donc je pense qu'il y a envie d'aller chercher ce maintien le plus rapidement possible, mais en étant totalement réaliste, Valenciennes n'ira jamais chercher les 2 premières places. C'est totalement impossible. Non. Et dernière question, est-ce que les situations des 2 équipes ne laissent pas présager, je vais le dire vulgairement, un bon match de merde samedi ? Ah bah c'est possible, c'est largement possible. Je vois que, du moins, j'ai pas regardé tous les matchs de Saint-Etienne depuis le début de la saison, mais j'ai vu tous ceux de Valenciennes, et je peux vous dire qu'on est vraiment pas sur du foot spectacle. Ça joue encore avec le frein à main, pour reprendre une expression de l'entraîneur de Valenciennes. Donc si ça ne se libère pas ce samedi du côté de Valenciennes, ça va être très compliqué. Après, à voir si cette fois Saint-Etienne saura bien emballer le match. Si Saint-Etienne ou même Valenciennes marque, dès qu'il y a un but, ça devrait ouvrir un peu cette rencontre, et c'est ça le souci, c'est qu'il y a une des 2 équipes qui va devoir marquer, et on a du mal à savoir qui ça va être. Effectivement, ça risque d'être un match ennuyeux. Merci Arthur pour tes précisions. Pas de souci. Donc messieurs, nous allons passer maintenant côté AS Saint-Etienne. Donc de notre côté, on a 2 défaites, 2 nuls. Beaucoup d'absents pour ce match. Donc moi j'ai une question à vous poser, messieurs. Quelle charnière à Valenciennes? Donc Scode. On fait avec les forces en présence. Palencia, Giraudon, Nadé, Silva. Après, Silva, il est incertain. Il est incertain. Jusqu'à la conférence de presse, Batles, il a dit quoi en conférence de presse par rapport à Silva? Qu'il était incertain? Il a dit qu'il était incertain. Incertain. Bon, alors tu passes sur une défense à 3, t'as pas le choix. Et tu joues avec 2 latéraux, tu mets Palencia et je sais pas, on a qui d'autre? Pintor. Non, du coup, si tu passes. Non, mais t'es obligé de pas. Ouais, mais t'es obligé de passer. Non, mais tu ferais Sceaux, Giraudon. Au pire, je fais Sceaux, Giraudon, Nadé, ouais. Voilà. Je fais Sceaux, Giraudon, Nadé. Tu fais avec les forces en présence. Après, pourquoi pas? Après, voilà. Julien, t'as une idée de comment on peut jouer à Valenciennes? Comment on peut jouer? Surtout derrière. Parce que, ouais. De toute façon, oui, mais je vois que ça. Sceaux, Nadé et Briançon. Giraudon. Oui, Briançon, oui. Non, Briançon, non. Giraudon. Oui, Giraudon. Il n'y a pas d'autre option. Il peut faire Giraudon, Nadé, Masson, Palencia. Oh non, de Dieu. Mais donc là, t'es sur une compo à 4 du coup. Derrière. En tout cas, c'est une possibilité qui s'offre à Batles. Ouais, mais ça serait compliqué. Déjà que ça serait très compliqué. Ce serait très compliqué quand même. Oh, la cote match de merde, elle est à 1,02. Mais alors là, avec une défense comme ça, elle est à 1,01. Avec Masson, non, Masson, il faut arrêter le cirque là. Non. C'est déjà pas sport foot. À gauche, ça l'est encore moins. C'est plus possible. Ah non. Merci de le préciser quand même, parce que. Ouais. Non, mais Masson, il faut arrêter.
Non, mais Donc, il défense a à un peu- 3. Puis défense à 3. Batles, il a utilisé 2 systèmes. Les 2 n'ont pas fonctionné. C'est vrai, non? Donc maintenant, défense à 3. Tu mets So, Giroud, oui, Une oui. défense à Nadé. 5. Bah, et tu mets une défense à 3 pour nous sauver. Ouais, mais défense à du fait 5, que- on va se faire chier. On va pas marquer de but. Si? Je sais Mais pas. déjà, si on n'en prend pas. Ouais, oui, c'est vrai. Maintenant, effectivement, il faudrait gérer ce problème-là. Effectivement. Non, mais effectivement, je pense qu'il va partir sur Giraudon, Nadé. En tout cas, ça me paraît la défense la plus logique. Ouais, Et ça me paraît le plus cohérent sur ce match-là. Et ensuite partir sur du Palencia. Et par contre, ça reste Pintor à gauche. Ouais, Pintor à gauche, pourquoi pas. Même si bien. Ou le petit Aiki, pourquoi pas. À voir. Mais je pense qu'il va se tirer les cheveux, enfin le peu de cheveux qui lui reste. Ouais, solidaire en coupe de cheveux. Et vous, messieurs, du coup, comment vous voyez tiens, Melvin, comment tu vois l'AS Saint-Etienne samedi? Eh ben, avec beaucoup d'absents, difficile d'aller chercher un résultat exceptionnel. Donc, si on peut bétonner derrière, réussir un clean sheet qui serait le bienvenu, hein, parce qu'un clean sheet, ça fait quand même quelques temps qu'on n'en a pas vu à Saint-Étienne. Donc, un clean sheet, faire un vieux 0-0, un bon match de merde, moi, à l'heure actuelle, je signe. Tu signes, toi, pour un match nul à Valenciennes? Vu nos forces en présence, et puis, bon, j'ai pas envie de relancer Hugo Bonnet. Je l'aime bien, mais j'ai pas envie de le relancer. S'il peut rester à 0 but, ça m'arrangerait. Donc, à part un exploit de Crasso, je vois pas comment on peut aller gagner ce match et pas prendre de but. Par contre, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va avoir un milieu de qualité. Oui, ça va jouer au football. Entre Mouton, Lobry, Bouchoirie et Chambost qui va démarrer. Notre milieu à 4, là, il peut faire des choses très intéressantes. T'as pas cité Camara. Il y a Cafaro aussi. Cafaro est suspendu et Camara il est pas là. Et Camara il est pas là. Il est en absence de départ, donc c'est mort. Il est déjà à Brest. Il passe à médical demain. Ok, merci Vincent. Il va courir demain. Bon. Donc, non, Vincent, t'en penses quoi de ce milieu à 4? Est-ce que tu as d'autres possibilités? Non. Tout simplement. Bouchoirie, Mouton, Lobry, Chambaud. Ouais, franchement, le milieu de terrain, il fait plus plaisir que la défense. En tout cas, sur le papier, c'est joli. Après. Est-ce que dans le jeu, ça sera joli aussi? C'est une autre paire. Ouais, alors, si les joueurs adhèrent. Alors, je pense que les 4 là qu'on vient de citer, c'est quand même des joueurs intelligents. Pour faire plaisir à Julien, je pense que ces 4 joueurs-là ont un QI football au-dessus de la moyenne. Mais s'ils arrivent à bien jouer ensemble et pas à montrer, c'est-à-dire pas la jouer individuelle, ça peut faire quelque chose de très bien. Après, il faut qu'on soit devant, il va falloir qu'on soit en mouvement, il va falloir proposer des solutions. Parce que tu ne peux pas gagner un match à 4, c'est pas possible. Donc, écoutez, je pense qu'on va avoir le ballon. Non, Scode? Oh, tu sais, moi... Non, mais moi, voilà, comme je l'ai dit, avec les entrées l'entrée de Bouchoirie, Lobry, sur le match précédent, quand même, Lobry, il a suivi un entraînement quand même spécial où on lui a quand même dit qu'il fallait qu'il mette plus d'intensité, plus de choses, enfin, qu'il ait plus d'abnégation, et il l'a mis en place contre le Havre, malgré la défaite. Donc, en soi, oui, le milieu de terrain, il est très alléchant. Moi, la seule question qui me fait peur maintenant, c'est l'animation offensive. C'est quoi? C'est parce qu'on va jouer du coup avec un seul attaquant, donc ça sera Crasso. On en a qu'un de toute façon. Oui, non mais, oui, façon, au niveau de l'animation. Non mais c'est-à-dire qu'au niveau de l'animation,
Parce que du coup, vous nous avez dit que Pinter, on le met où? Donc à gauche, en latéral, c'est ça? En soi, t'auras Pintor. Oui, parce que Pinter, en plus, il peut jouer latéral. C'est un de ses postes qu'il a joué à 3 Ouais. sous Batles. Ok. Donc, Ok. T'auras Pintor, Aiki et Crasso. Et après, ton milieu est 4. Ok. Bon, bah oui, on verra. Hein. On verra bien. Après, Après, ça me paraît la compo la plus probable. C'est ça, parce que tu t'as pas d'autre choix. Et un changement de gardien aussi avec la présence de Dreyer, que j'ai hâte de voir jouer. Vincent, toi, tu partirais sur quel système à Valenciennes? Il n'y a pas 50 possibilités qui vont se porter pour Batles. De toute façon, c'est ce dont vous avez parlé. Je ne sais pas si Chambost va démarrer, vu qu'il va manquer de rythme cruellement. Est-ce qu'il va vouloir mettre peut-être Bouchouari un cran plus haut et mettre Neyou? Il est disponible? Alors Neyou était écarté, je crois. Alors je sais pas. Il n'en a pas parlé à la conférence de presse. Parce que bon, c'est bien de parler du 11, mais qu'est-ce qu'il va y avoir sur le banc? Le problème, il est là aussi, c'est qu'à force d'avoir des blessés, des départs, des écartés, des suspendus, 11 jours, c'est bien, mais il en faut quand même quelques-uns sur le banc, et je sais pas. Mais ouais, je partirai sur le système que vous avez donné, avec 4 joueurs au milieu, en losange, on va voir. Ouais, je pars sur ça. Après, et en plus, on vient de perdre un milieu de terrain, donc on perd une cartouche de plus. Oui. Donc, d'où l'urgence aussi de commencer à combler les postes, parce que ça risquerait de devenir problématique si, par exemple, samedi, tu as 1 ou 2 blessures ou 1 ou 2 cartons rouges. Après, c'est les U19 qui vont commencer à jouer. Hein. On peut se dire, je crois que tu as Giraudon qui est sous la menace, et tu as Palencia aussi, je crois, qui est sous la menace d'une suspension pour le prochain match. Encore 2 défenseurs. Donc ça va devenir très très problématique si on n'arrive pas à trouver des solutions au mercato, notamment. Oui. Messieurs, j'aimerais qu'on parle d'un joueur. Scod, c'est toi qui tapes sur... Ouais, c'est mon pardon. J'aimerais qu'on parle de Giraudon, messieurs, parce que du coup, il a quand même beaucoup fait parler. Et du coup, j'aimerais avoir l'avis. Julien, donne-moi ton avis sur Giraudon. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais, voilà. Ça se tient. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Je m'attendais strictement à rien. J'espérais que ce soit un remplaçant et pas un titulaire. Et il se profile que ça sera notre titulaire en puissance. Et deuxième capitaine. Et oui, quand on parlait de QI foot. Mais faute de mieux ou faute de moins pire, voilà, de toute façon, on sait très bien qu'on aura les deux en permanence. Bon, avec un peu de chance, il y en a toujours un des deux qui sera au moins suspendu, donc on n'en aura qu'un sur les deux. Mais ouais, voilà. Honnêtement, j'ai hélas rien à dire sur ce joueur. Rien. Mais quand même déçu. Oui, je suis déçu. Ouais, je suis déçu, même si je m'y attendais, même si je m'attendais à rien. Donc pour montrer le niveau. Mais honnêtement, j'ai rien à dire sur le joueur. Rien. Parce que tu vois, c'est quand même un joueur qui a prouvé qu'il était un très très bon défenseur de Ligue 2. Il a été capitaine de 3. Il a été un artisan de la montée. Oui. Et effectivement, tu te dis, en arrivant à Saint-Etienne, écoute, c'est une bonne recrue, c'est un bon renfort pour la défense. Et là, ouais, moi, je suis déçu dans le sens où il a pas montré, en fait. Oui, il est là sur quelques interventions, et heureusement d'ailleurs. Ouais, mais il est souvent en retard. Je trouve son placement pas bon. C'est ça. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est la communication avec le gardien qui est catastrophique. Il n'y a aucune communication. Dans cette équipe, il n'y a aucune communication. On le voit sur le piège du hors-jeu.
Bon, alors Saint-Etienne, le piège du hors-jeu, il va peut-être falloir le retravailler, je pense. Mais même sur les coups de pied arrêtés, il n'y a pas. Green est seul au monde. Tu as l'impression que personne ne lui parle. Voilà, et pourtant, c'est son rôle. Oui, c'est son rôle, clairement son rôle. Voilà, voilà, même s'il y en a certains qui critiquent Perrin quand il était capitaine. Mais voilà, il y avait de la communication et en plus il avait Ruffier, donc c'était pas non plus le niveau de communication, c'était pas. Alors Ça devait pas être très intéressant. Critiquer Perrin, excusez-moi, mais je vois pas pourquoi on devrait. Perrin, il répondait sur le terrain. Oui, voilà. Voilà, tu vois. Donc, critiquer Perrin. Mais voilà, je trouve qu'il y a un gros manque de communication entre que ce soit Giraudon ou Briançon, en fait, c'est le même profil tous les deux. Et le gardien, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Après, moi, je suis un passionné du poste de gardien, donc ça, je fais bien assécher le monde avec ça. Mais voilà, j'ai un souci au niveau de la communication avec Green. Alors, a priori, ils vont faire un stage de cohésion, ils vont aller faire du canoë et puis du vélo, et après, tout ira mieux. Mais il y a un gros travail à faire là-dessus. Après, je ne sais pas si. Il faudrait que je regarde des matchs de 3, pas la saison dernière, mais même la saison dernière ou la saison d'avant, pour voir si c'est une habitude avec lui. Mais je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Écoute, Dreyer, je pense qu'il a quand même. Il va nous apporter là-dessus. Oui, mais clairement. Mais de toute façon, moi, je le dis depuis la fin de la saison dernière, que notre plus gros problème, c'est qu'on n'a pas de deuxième gardien. Voilà, c'est pas possible que notre deuxième gardien ait 17 ans et que notre troisième gardien ait 16 ans. Oui, c'est pas possible. Il faut pas non plus être un professionnel du foot pour se dire il y a un problème. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on a attaqué la saison comme ça. C'est compliqué. Et ça dure depuis. C'est comme notre le numéro 9 qu'on attend depuis. Oui, mais honnêtement, moi, c'est quasiment même plus le numéro 9 qui m'inquiète. Ouais, après, il y a plusieurs secteurs à renforcer, effectivement. Merci, Julien, pour ton intervention. Vincent, tu as un avis sur Giraudon? Déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux, de par son expérience, son vécu. Je m'attendais à plus de sérénité, de présence, beaucoup moins d'inattention sur les buts, surtout à QRM. Moi, sur le but qu'ils prennent de la tête, il est spectateur, il est absorbé par le ballon. À aucun moment, il regarde ce qui se passe dans son dos. Je le dis à mon fils qui a 11 ans, j'ai du mal à l'accepter que les joueurs professionnels fassent cette erreur. Et on s'en rend compte souvent actuellement sur certains matchs. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce qu'il n'y a plus que le ballon, on l'a vu. Il faut quand même aussi défendre sur l'homme. Donc, il fait partie des cadres, fort justement. Mais pour moi, à ce jour, il ne répond pas du tout aux attentes qu'on pourrait placer en lui par rapport à ça. Non, c'est sûr, tu as totalement raison. Et je pense que il dépend beaucoup de ses deux coéquipiers. Dans le sens où c'est pas lui qui va élever le niveau de jeu. Si les autres passent à travers, lui va passer à travers. Et j'aurais aimé un peu de rapidité aussi dans cette défense, parce que je trouve il manque de punch. Et c'est pas Briançon qui va contrebalancer malgré toutes ses qualités, mais surtout Briançon avec son excès d'engagement, il pénalise un peu trop l'équipe. On peut le voir régulièrement. Bien sûr. Mais j'aurais aimé, soit à côté de Giraudon, soit à côté de Briançon, un défenseur avec du punch qui va amener un peu de verticalité, mais surtout de la vitesse. Moi, c'est ça que je trouve qui manque un petit peu. Quand tu vois qu'aujourd'hui, notre défenseur le plus rapide, c'est Nadé, oui. Il y a des questions à se poser. Écoutez, messieurs, merci pour vos avis. Alors, Melvin, on va passer au résultat du sondage et ensuite on fera un tour de table sur les pronostics pour le match. Donc, Melvin, du coup, qu'est-ce que les supporters nous disent? Eh bien, les supporters nous disent qu'ils pensent à 50% que les Verts vont réagir, qu'ils arriveront à réagir contre Valenciennes. 21% qui dit non.
et 27% qui sont mitigés. D'accord. Donc on croit. On croit à une réaction des Verts à Valenciennes. Oh, c'est bien. On est optimiste. C'est cool. Comme depuis le début de la saison. C'est ça. Messieurs, nous allons passer au prono. Donc, qui veut commencer? Bon, bah, je me jette. Alors, c'est simple. Compte tenu du début de saison et de ce qu'on a pu entendre ce soir avec donc Arthur, notamment, qui a analysé son équipe dans ce championnat de Ligue 2. Moi, je pense c'est simple, c'est soit l'ASS va faire un match nul, soit on va avoir une défaite, alors une courte défaite, soit 1-0, soit 2-1. Mais je vois pas les Verts en fait s'imposer déjà avec un effectif réduit et en plus avec tout simplement une reconstruction parce que la Saint-Etienne aujourd'hui c'est un effectif qui est en reconstruction. Il va falloir beaucoup plus pour que l'ASS puisse aller gagner ce match. Donc moi je pense que c'est soit match nul soit défaite de l'ASS. Ok. Melvin? Eh ben, si je suis mon cœur, j'espère une victoire de 1. Si je suis mon raisonnement logique, je vois un vieux 0-0 tout pourri ou un 1-0 pour Valenciennes sur un but d'Hugo Bonnet, bien sûr. Ouais, logique. C'est un scénario c'est un scénario logique. Je vois pas un autre buteur à Valenciennes. Je vois que Hugo Bonnet pour se relancer contre nous, comme on sait très bien le faire avec les attaquants qui ont du mal. Ok, Julien? Un bon vieux 0-0 ou un but sur coup de pied arrêté qui va jouer un match qui peut jouer à pile ou face. Un coup de pied arrêté, un corner mal défendu et puis un joueur qui est pas trop mal placé et un but. Voilà, c'est un genre de 0-0 et puis sur un lancer de dés, ça bascule d'un côté ou d'un autre. Mais sans équipe qui a le ballon, vraiment le ballon, un match équilibré de merde. Un match un peu pas de la peur, mais oui, voilà, de crispation. Tout le monde est très crispé et personne ne veut perdre. C'est ça. Vincent? Le 0-0 des familles. Hein. Ok. Je le sens celui-là, mais bon, comme je suis très mauvais en prono, je doute quand même que ça puisse finir en score de baby-foot, mais je reste sur le 0-0. Ouais, quoique, si on prend encore 3 rouges, ça peut finir à 7-0. Non, mais au moins, avec un 0-0, tu vois, on passe enfin positif. Bon, on a 0 points, mais on n'a plus -1. Du coup, on peut peut-être lancer enfin notre saison. C'est clair. Eh ben moi, messieurs, je nous vois perdre 1-0 sur un but de Mathieu Debuchy. S'il joue. Oh, c'est beau! Ah oui, c'est beau. C'est moche. Non, c'est trop beau. Pour le joueur, c'est incroyable. Arthur, t'es descendu. Est-ce que tu veux nous donner ton pronostic? Alors, je t'invite. Et vu qu'on a un peu de temps, le premier qui me fait une demande, je le fais monter. Il nous donne son pronostic. Ouais, bah, un peu comme tout le monde. Hein. Je vois pas non plus un gros score. Donc, allez, j'espère qu'il y aura quand même des buts. Je vais partir sur un match nul, un but partout, avec peut-être Hugo Bonnet qui va débloquer son compteur. Pourquoi pas? Ce serait bien. Bon, parfait. Moi, il y a beaucoup de matchs nuls. J'étais le seul défaitiste de la soirée. Un intervenant qui veut monter, un auditeur qui veut monter, donner son prono. Je le fais avec plaisir. Donc n'hésitez pas. Sinon, ça sera la fin du space. Je vois qu'il y a notre ami Albert, il y a Gourniste, voilà, celui qui veut monter, c'est maintenant. Ah, notre ami Albert. Bonsoir Albert.
Albert, es-tu là? Faut Appuie sur appuyer le micro, Albert. Ouais, faut appuyer sur le micro, ouais. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. c'est bon. Ah, désolé, Parfait. j'ai fait fausse manipulation. Pas de Alors, problème. en fait, Bonsoir à je toi. voulais juste intervenir pour dire que je m'en fichais du résultat du match samedi. Je veux juste D'accord. voir enfin une équipe qui soit digne de son maillot. Voilà, c'est Bien tout. dit ça. C'est tout ce que je Bien veux. dit. Surtout, pour remercier les spectateurs stéphanois qui feront le déplacement et qui seront présents à Valenciennes. C'est tout ce que je veux. Voilà. Ok, bah écoute, ton argument tient. Il n'y a pas de aucun problème là-dessus. Et merci de m'avoir laissé réagir. Il y a pas de, avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Messieurs, ce fut encore une fois un plaisir. Donc je vous annonce la fin du Space et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et allez, Bonne soirée, bon week-end, bon vendredi. Bon et allez les week-end. Verts. Et puis, Et bon match. espérons Et bon un match. bon match. Bonne purge. Bon 0-0. Bon week-end à tout le monde. Allez.